Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vox Live. Cette émission qui a pour objectif de parler d'actualité africaine et de débattre même de l'actualité africaine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la diaspora. La diaspora peut-elle vraiment contribuer à l'essor du continent africain? On en parle souvent, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment des résultats? Voilà le sujet du jour et il va être traité avec 4 personnalités de la diaspora ici présentes sur le plateau de Vox Live. Madame, alors je vais commencer par vous, Ena Jeanne, bienvenue à vous. Vous êtes host du Kosuacho et art thérapeute, bienvenue. Nous avons ensuite Nancy Nambo, vous êtes directrice du cabinet Ewa Company, consultante en business développement pour l'Afrique. Ensuite, on continue avec Dr Alfred Sawadogo, donc vous êtes docteur en télécom, co-initiateur du think tank MRDB-BF. Et nous avons Mam Siafa, vous êtes adjoint au maire du 18e arrondissement pour les Jeux Olympiques et le sport et président du Cercle de Tombouctou. Bienvenue à vous. La diaspora est brillamment représentée aujourd'hui sur le plateau de Vox Live. Alors, c'est très important parce qu'on parle beaucoup de la diaspora, à savoir, est-ce que la diaspora apporte quelque chose? Oui, elle apporte certainement quelque chose. Donc, on va en parler ici sur le plateau de Vox Live. Mais quoi? Et comment? Et vraiment, est-ce qu'il y a un impact concret sur l'essor du continent africain qu'on attend toujours? Mais avant, retour sur l'actualité africaine et plus précisément au Sénégal. Il faut savoir que le Premier ministre Sonko refuse toujours de venir à l'Assemblée nationale faire sa déclaration de politique générale. Il faut savoir que l'opposition y est majoritaire. Mme Siafa, pourquoi? Effectivement, vous venez de le rappeler, il y a eu des élections anticipées à la faveur desquelles le président Diomaye a été élu. Il a nommé M. Sonko, qui est devenu Premier ministre, qui a formé son gouvernement. Il est très difficile pour un Premier ministre issu des élections anticipées, et tout le monde connaît la crise sénégalaise, d'arriver vers une instance qui est certes la première instance du pays, mais qui lui est entièrement défavorable. Il faut savoir que les députés qui ont été élus sont majoritairement issus de l'APR, donc du parti du président Macky Sall. Et je crois que ce serait, si j'étais à la place de M. Sonko, ce serait un peu se mettre une balle dans le pied. Et à mon sens, il faut peut-être arriver vers des élections législatives anticipées. Peut-être le président Diomaye devrait dissoudre l'Assemblée nationale et avoir de nouvelles élections. Et là, pour le coup, on serait face à des parlementaires, face à une Assemblée nationale qui serait issue des rangs du Premier ministre Sonko, et là, avec lesquels il pourrait travailler. Mais là, vous allez avoir une Assemblée hostile, vous allez faire une déclaration de politique générale, vous êtes sûr que le pays est bloqué par la suite. Est-ce qu'on ne l'attend pas? Est-ce que c'est une raison valable, légitime pour ne pas y aller? On y attend quand même. Pour moi, je prends la casquette politique, c'est une raison très légitime. Vous ne pouvez pas gouverner. C'est-à-dire que vous êtes pieds et mains liés. À partir du moment où vous allez vous adresser à une assemblée qui va rejeter complètement votre déclaration, vous êtes fichu. Et qu'attend finalement le peuple sénégalais? Est-ce qu'ils ne l'attendent pas finalement prendre un petit peu son devoir à bras-le-corps et y aller et affronter l'opposition? On n'affronte pas l'opposition comme ça. Affronter l'opposition, ça voudrait dire faire des élections législatives anticipées. Et à partir de là, on a 2 blocs. Et il y a 2 blocs qui s'affrontent. Et là, effectivement, on est dans des débats parlementaires comme il existe dans un État républicain. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un débat serein, voire un débat républicain, tout simplement. Donc, à vos avis, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos avis, ce que vous pensez de la réaction de Mam Siafa, ici présent. Allez, on reprend le thème du jour. La diaspora peut-elle vraiment contribuer enfin à l'essor du continent africain? Très bonne question qu'on va débattre ici sur le plateau de Vox Live. Alors, première question déjà, forcément, qu'est-ce que la diaspora? Parce que la diaspora, finalement... c'est un terme qu'on emploie très souvent. Mais est-ce que ceux qui sont nés en France, qui ont grandi en France, ou ceux qui sont nés dans le pays, entre guillemets, qui les a accueillis, qui ont eu des enfants sur ce pays-là, leurs enfants sont-ils membres de la diaspora ou pas?
Alors moi, je vais reprendre la définition de l'Union africaine, et je pense que c'est peut-être la meilleure aujourd'hui. On dit que la diaspora se définit par, tout simplement, des populations d'origine africaine vivant hors du continent, indépendamment de leur citoyenneté et de leur nationalité, et qui sont disposées à contribuer au développement du continent et à la construction de l'Union africaine. Bon, en tout cas au développement du continent africain. Donc je pense que cette définition-là nous correspond tous. Ça va ? Tout à fait. Ok, très bien. Alors, première question, tour de table rapide. Est-ce que vous considérez que la diaspora a clairement son rôle à jouer dans l'essor du continent africain, et pourquoi en sommes-nous encore là aujourd'hui? Est-ce que finalement il y a des barrières qui empêchent cette diaspora de s'exprimer totalement et de faire en sorte qu'elle contribue entièrement à l'essor de notre beau continent? Alors, la diaspora est aussi appelée 6e région d'Afrique. Donc, c'est un vocable qui montre que la diaspora a un lien étroit avec l'Afrique et que la diaspora donc, est une partie prenante dans le développement du continent. Et l'apport de la diaspora se fait bien sûr à plusieurs niveaux. Le premier niveau que tout le monde va évoquer, c'est bien sûr les transferts de fonds qui sont faits par la diaspora. Et ces transferts, il faut le dire, dépassent de loin l'aide publique au développement. C'est vrai qu'on le répète très souvent, ça, finalement, mais même les gens du continent africain sont même fatigués d'entendre ces chiffres. C'est important de le rappeler parce que exactement. Finalement, oui, ça parce fait vie, ça contribue. Au jour d'aujourd'hui, il y a des familles qui ne pourraient pas survivre Exactement. sans les envois de la diaspora. Il y a des enfants qui n'iraient pas à l'école sans les envois de la diaspora. Il y a des grands-mères qui ne seraient pas soignées sans l'argent qu'envoie la diaspora. Donc ça, c'est un point important à souligner. Même si je suis d'accord, il ne faut pas rester là, il faut aller également vers les autres apports de la diaspora qui se font à d'autres niveaux. Le deuxième niveau d'apport justement que je vais mentionner, c'est le fait aussi que la diaspora constitue une force d'innovation. Une force d'innovation parce que la diaspora a été dans d'autres pays. La diaspora donc a été exposée à d'autres manières de faire, d'autres technologies, d'autres process, d'autres méthodes. Et donc quand la diaspora retourne sur le continent, que ce soit de façon ponctuelle ou de façon définitive, la diaspora apporte ces innovations. Parce qu'elle a été exposée à d'autres environnements, elle transporte avec elle, elle véhicule avec elle d'autres façons de faire qui peuvent apporter du progrès, apporter de l'avancement dans ce qui se fait sur le continent. Donc ça également, c'est un apport conséquent qu'il faut noter. Troisième, si vous permettez que j'ajoute, troisième apport également de la diaspora, cette fois-ci, c'est sur le plan des compétences. Si on prend l'exemple du Sénégal, on parlait tout de suite du Sénégal, l'actuel ministre des Télécommunications du Sénégal, il était ici en France. Il était donc à SFR en tant que chef de projet et il a été appelé par le PASTEF pour être donc ministre des Télécommunications. Pour dire que la diaspora également, c'est un vivier de compétences qui va servir les organisations locales, que ce soit des organisations publiques, privées ou des ONG par exemple. Donc ce sont autant de manières, je laisse mes confrères continuer. Bien sûr, je vous en prie. Pour moi, la diaspora peut avoir un impact sur le continent africain, mais à un certain niveau, je pense il va falloir à un certain niveau le contrôler, pour moi. Après, je parle de ce que je vois par rapport au Ghana, par exemple, où il y a eu une grande campagne de retour aux sources qui était vraiment super impactant, qui a permis à la diaspora de se rendre compte, en fait, de l'état du pays comme le Ghana, qui a permis aussi de voir en fait qu'il y avait des choses à faire sur le continent. Et aussi, je pense que ça a permis aux personnes de la diaspora de comprendre que être dans des pays occidentaux peut nous permettre d'avoir une certaine avancée sur le continent. C'est-à-dire que ça a permis de créer des liens, des ponts, des organisations. Par exemple, il y en a qui ont créé des colonies de vacances. Il y en a qui ont créé des services qui partaient d'ici à là-bas. Par exemple, l'import-export de produits, ce genre de choses-là. Et donc, du coup, là, on voit réellement l'impact qu'il peut y avoir entre le continent et sa diaspora. Donc, pour moi, oui. Donc la diaspora a un rôle important à jouer sur le continent africain. Est-ce que le continent africain est ouvert à recevoir la diaspora ? Alors, je parle du continent africain et des Africains. Parce que, pour le coup, je pense que vous êtes bien placé pour dire que oui ou non. Alors, pour ma part, oui, je pense que la diaspora a un rôle à jouer important donc, en Afrique et peut être bien reçue en fonction de ce qu'elle voudra proposer. Parce qu'actuellement, on est sur un continent qui regorge de talents. Et je pense que les personnes de la diaspora qui sont
un peu partout dans le monde, établis un peu partout dans le monde, tous ces enfants de la diaspora peuvent chacun apporter leur pierre à l'édifice. Avec l'aide des États aussi, si jamais ils puissent mettre à disposition des structures qui accompagnent la diaspora, que ce soit pour repartir travailler, apporter leurs compétences en termes de recrutement, mais aussi en termes d'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et qu'en bâtissant toutes ces choses-là ensemble, que ce soit avec les populations locales et avec les diasporas établies à l'extérieur de l'Afrique, l'Afrique peut vraiment exploser et devenir un continent merveilleux. Pourquoi aujourd'hui on parle toujours au conditionnel, à savoir qu'on n'en est toujours pas là, c'est-à-dire qu'il y a voilà, c'est pas si fluide que ça. Pourquoi, Mame Siafa? Qu'est-ce qui manque à la diaspora? Qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour recevoir, entre guillemets, l'accompagnement, en tout cas l'apport de la diaspora? Et qu'est-ce qui manque aux membres de la diaspora pour faire ce qu'elle devrait faire? Vous avez très bien relaté la question. C'est une crise de confiance. La diaspora, on l'aime et on la déteste en même temps. Tout simplement, il y a eu, effectivement, le docteur l'a rappelé tout à l'heure, toutes les missions de service public qui ont pu être menées par une première génération de la diaspora. Aujourd'hui, cette diaspora, elle a évolué parce qu'on a une jeunesse estudiantine qui aujourd'hui fait également partie de la diaspora. On a des binationaux qui font également partie de la diaspora, et on a tous ces primo-arrivants qui également font partie d'un pan de la diaspora. Finalement, on n'est pas dans la diaspora, on est dans les diasporas à différents niveaux, que ce soit au niveau des catégories socio-professionnelles, qu'on va appeler les CSP, ça peut être la diaspora élitiste, ça peut être la diaspora scientifique, la diaspora sportive, comme on peut l'avoir avec l'apport aujourd'hui des binationaux dans les différentes équipes nationales footballistiques ou dans les différents sports, etc. etc. Je crois qu'il y a une envie très forte de la part de la diaspora de retourner vers le continent, et quelle qu'elle soit, de construire, de développer du business, de s'y installer, parce que meilleur cadre de vie, etc., etc., et d'apporter ses compétences. De l'autre côté, on a des États qui ont évolué, qui sont parfois peut-être eux aussi composés de diaspora pour certains, mais on a des personnes qui sont aussi dans les pays qui ne veulent pas que ça change. Parce que c'est ces pays qui ont participé avec des personnalités assez fortes qui sont issues des indépendances, qui ont eu une manière de fonctionner. Parfois, on se rend compte que dans certains pays, ce sont des familles qui dirigent l'ensemble du pays, et ils ne sont pas prêts à accueillir et à laisser la porte ouverte parce que le gain est énorme. Mais pourquoi ils ne sont pas prêts? C'est-à-dire la diaspora est une menace pour le continent africain et pour certains? Pour certains, effectivement, mais pourquoi? Pour certains, effectivement, c'est une menace parce que la diaspora a des aspirations. La diaspora a envie, à un moment donné, de quête de pouvoir, a envie d'être, pour certains, ils veulent être chefs de l'État, ils veulent être ministres, pour certains, ils veulent être des grands entrepreneurs. Donc ça veut dire aller grappiller des parts de marché. Et je crois que, pour moi, le marché est suffisant, peut absorber tout le monde. Mais malheureusement, il y en a qui pensent que la diaspora va venir prendre leur pain et sont prêts à tout pour stopper et pour freiner la diaspora. Et y compris, il faudrait que, je finirai juste là-dessus, il faudrait que les États soient à la hauteur de l'accueil et de l'absorption des diasporas, comme l'a fait par exemple le Rwanda. D'accord. Est-ce qu'en Afrique, il y a beaucoup d'États africains qui le disent ouvertement? Oui, on attend la diaspora. Oui, l'apport de la diaspora est important. Oui, on a besoin des gens de la diaspora qui viennent participer à l'essor du continent africain. Est-ce que c'est clair dans les messages politiques en Afrique? Si, certains pays, je vais recommencer encore, mais le Ghana, je me rappelle que quand il y avait déjà Mahama, il avait fait une proposition de donner des terres pour cultiver, pour proposer à la diaspora de revenir retravailler les terres, parce que c'est des pans qu'on pense même pas, l'agriculture, on n'y pense pas, plein de pans comme ça, et enfin, le fait qu'il y ait eu le Year of Return, ça a poussé vraiment les gens de la diaspora, que ce soit partout dans le monde, à revenir et à comprendre qu'on est en capacité de travailler aussi. Quand on voit aussi l'essor qu'il y a eu autour de la CAN, on comprend bien qu'il y a eu un travail qui a été fait pour pousser. Moi, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel de voir énormément de gens de la diaspora
trouver le moyen de travailler pendant un événement sportif et faire que ça soit la grandeur. En fait, c'était pas seulement les gens du pays seulement qui arrivaient à travailler pendant la CAN, c'était même les ressentissants, ça veut dire les gens de la diaspora qui travaillaient, qui trouvaient du business pendant cette période-là. Et donc moi, je me suis dit, enfin, on a enfin compris comment on pouvait créer le pont entre ces deux. Pour revenir au Ghana, est-ce que le Ghana n'est pas un exemple exceptionnel et finalement les autres pays ne suivent pas la même lancée? Alors disons que chaque pays, à sa manière, essaie donc de capter ce que la diaspora peut apporter. Si je prends l'exemple du Burkina Faso, il y a régulièrement des missions qui sont menées par les autorités burkinabées dans les différents consulats et ambassades pour rencontrer les Burkinabés, discuter avec eux. En fait, c'est stratégique parce que la diaspora contribue à booster le secteur privé en Afrique, notamment à travers l'ouverture d'entreprises. Il y a pas mal de gens qui rentrent pour ouvrir leurs entreprises en Afrique. Et également, l'autre volet qu'on ne souligne pas très souvent, c'est que la diaspora s'allie très souvent avec des Français, des Canadiens, des Australiens pour retourner en Afrique investir. Et donc, la diaspora capte de l'investissement direct étranger pour aller sur place. Et donc, ça fait que les gouvernants, justement, ils ont besoin de la diaspora. Ils veulent que la diaspora amène justement les capitaux pour investir sur place et ils multiplient des initiatives. Est-ce que ces initiatives sont suffisantes? Je dirais que non. La preuve, c'est que nous en débattons. C'est parce que il faut aussi revenir au fonctionnement de nos États. Ce que nous sommes en train de dire pour la diaspora est valable pour beaucoup d'aspects de la vie. En fait, nos États ont des failles structurelles. Et ces failles structurelles font que même quand une question est importante, à un moment donné, elle n'a pas le traitement adéquat en fait. Si vous allez interroger tout de suite les enseignants en Afrique, ils auront 1000 griefs à avancer. Vous allez voir les agents de santé, ils auront également des griefs. Donc pour dire que la diaspora n'est pas la seule à être confrontée à ces difficultés-là, mais nos États en fait ont des failles, des faiblesses structurelles qui font que même quand une question est importante et urgente, elle n'a pas toujours le traitement qu'il faut. Nancy, vous accompagnez les entrepreneurs de la diaspora à investir, à s'installer sur le continent africain. Est-ce que vous le sentez, cet engouement pour le retour ? Alors, effectivement, donc, depuis 2017, j'ai monté la structure EW Company, Exchange Work Africa Company, qui accompagne les entreprises qui se développent en Afrique francophone. Mais depuis 2023, on a aussi le volet associatif. On a monté une association qui s'appelle Vision Leader Africa, qui, elle, a pour but d'accompagner la diaspora qui souhaite s'installer en Afrique. Donc, par le biais de formation, de sensibilisation sur les réalités du terrain. Et on met à disposition tous les tips pour que cette diaspora puisse s'installer facilement et ne puisse plus avoir peur de franchir le cap. Et effectivement, on sent un réel engouement, notamment, là je vous parle de la situation en France par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On vit dans une société qui est un peu anxiogène, où il y a redondance de réflexion par rapport aux immigrés, etc. Donc forcément, on a beaucoup de jeunes de la diaspora qui souhaitent rentrer en Afrique, contribuer, apporter leur contribution, parce qu'on ne peut pas, en étant une seule personne, contribuer au développement de l'Afrique, ça fait un peu prétentieux, mais que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, et on sent ce réel engouement-là, mais ils ont peur en fait de quitter leur confort. Parce que ici, ils sont bien payés, ils sont, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, la diaspora africaine en France, des fois, elle est sous-payée parce que elle est de couleur, elle est noire, et des fois, les blancs, ils sont mieux payés que les noirs, il faut le dire, sur certains postes. Mais en allant en Afrique, ils ont peur en fait de quitter ce confort-là ici, et d'aller là-bas et de ne pas pouvoir en fait retrouver ce qu'ils ont ici, c'est-à-dire le les avantages aussi Bien au sûr. niveau de la santé, etc. Parce que quand on prend cette décision-là, c'est un choix de vie finalement. Parfois, il y a des familles, donc on embarque toute une famille, on embarque Bien les sûr, enfants, c'est on pas embarque le évident. mari. Bien sûr. C'est quelque chose à réfléchir. Et il y a des personnes qui ont tendance à franchir ce cap-là sous le coup de l'émotion. Mais finalement, éventuellement, il retourne, c'est un échec. C'est ça, Et vous êtes d'accord sur les raisons? C'est important de connaître les raisons. Pourquoi une personne qui a fait 20 ans en France, une personne qui est née, qui a grandi en France, décide d'aller sur le continent africain alors qu'ils ont toutes leurs atoches ici? Est-ce que c'est le climat qu'il y a en Europe qui fait que finalement on va rentrer? Moi, je parle vraiment de la diaspora finalement européenne. Pourquoi, Mme Siafla? Je pense qu'il y a un effet de dream. Oui, Le rêve. le rêve africain, Le il rêve existe. africain, et puis il y a ce mythe. Je crois que pour la plupart, en tout cas le cas que vous venez de citer,
on le transpose à des jeunes. Des jeunes qui partent en Afrique pour la première fois ou peut-être 2-3 fois. Ils y vont en colonie de vacances, madame en parlait tout à l'heure. Ils reviennent, ils ont plein d'idées, plein d'envies, mais sauf que ce mythe ou ce rêve s'est créé pendant un court temps. Un court temps qui était positif, où tous les voyants étaient au vert. Et lorsqu'ils y retournent pour mener des actions, là ils sont confrontés à la réalité. Ils sont confrontés lorsqu'ils veulent faire des aides aux questions douanières, ils sont confrontés aux questions de transport, ils sont confrontés aux questions et également d'accueil tout simplement, de l'aide. Comment, lorsque c'est des aides sanitaires, les dispensaires ou les hôpitaux vont pouvoir absorber cette aide ne va peut-être pas être détournée, etc. Et je pense que c'est formateur. Et le rêve africain est compliqué. C'est-à-dire qu'on ne quitte pas la France avec simplement une rêverie. On doit, à un moment donné, être dans ce que j'appelle moi le mental, le mindset qui va nous permettre de pouvoir aller vers d'autres marchés. C'est comme si demain on quitte l'Hexagone pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis, pour aller en Asie, etc. Et pour le coup, je réitère ma question. Et il ne faut pas que parce qu'on a l'impression qu'on est originaire de ce pays-là, que ça tout va va être bien se facile. passer. Donc je réitère quand même ma question qui est quand même très importante. Pourquoi on quitte l'Occident pour aller s'installer? C'est une question que beaucoup d'Africains se posent. Oui. Cadre de vie. Le cadre de vie. Moi, j'avancerai deux facteurs. Le premier facteur, c'est quand on ne trouve pas sa place en Occident. Voilà. C'est vrai qu'en Occident, il y a des facilités, il y a pas mal d'opportunités, mais à un moment donné, chacun, suivant ses aspirations propres, ses sensibilités propres, peut ne pas trouver sa place en Europe, en Occident de façon générale. Et c'est dans ce cas de figure que la personne envisage maintenant de se lancer ailleurs. Ici, elle est d'origine africaine, elle peut penser donc à l'Afrique comme destination. Donc pour moi, premièrement, c'est cela. Tout comme aussi les jeunes qui quittent l'Afrique pour d'autres continents, c'est parce qu'ils ne sentent pas qu'ils sont à leur place en Afrique, qu'ils essaient d'aller ailleurs. Donc pour moi, d'abord, le premier facteur, c'est se sentir à sa place. Est-ce qu'on est à sa place? Est-ce qu'on se sent à sa place? Ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, ça rejoint un peu le rêve africain dont il parlait. On rentre en Afrique parce qu'on a un projet pour l'Afrique. On a un projet qui nécessite qu'on aille en Afrique. Voilà, ce projet nous tient tellement à cœur, ce projet nous embrasse tellement qu'on ne s'octroie pas le droit de rester en Europe ou bien en Occident. On a envie d'aller sur place, implémenter ce projet et voir l'impact que ce projet aura dans la vie des femmes et des hommes en Afrique. Il y a une question qui fait souvent très débat, c'est on a l'impression que les gens de la diaspora aiment plus l'Afrique que les Africains. Vous répondez quoi? Moi, je voudrais juste revenir répondre et juste... Il n'y a pas de souci. En fait, je voulais juste revenir un peu dessus, c'est qu'il y a une certaine pression aussi sur la diaspora, où on a l'impression qu'on a une injonction de retourner en Afrique. Il y a un peu cette pression-là où c'est notre devoir. On doit sauver l'Afrique. Souvent dans des débats, on entend ça. C'est nous qui allons sauver l'Afrique. C'est nous qui allons faire en sorte que les Africains vont s'en sortir, comme si les Africains nous attendent en fait. Et donc du coup, je pense qu'il y a cet élan-là quand les gens repartent et se disent je vais arriver, je vais ramener tel projet, je vais faire des offres d'emploi et donc du coup, ça va être magique. Les gens vont m'accueillir d'une telle ou telle manière et parce que je viens vous sauver en fait. Clairement. Et je pense que ça aussi, ça... C'est quoi, ça apporte... ce côté condescendant? C'est-à-dire que... Je ne sais pas si c'est condescendant réellement. Je pense qu'il y a une part vraiment de passion où on y croit vraiment à cette réalité que nous, les gens de la diaspora, comme on est venu ici ou comme on est né ici, on a cette lumière du fait des études qu'on aurait faites ou peut-être... oui, peut-être. Sentiment de supériorité? Un petit peu, je pense. Un petit peu. Je crois que votre question, elle est assez pertinente. On a été formaté ici, nous. Donc avec une vision française des choses. Et quand on arrive, pour beaucoup, on se comporte comme des Français. On ne se comporte pas comme des jeunes Africains. Donc on arrive avec nos idées structurelles françaises. Et là, il y a des blocages qui se font. Donc finalement, on se rend compte que ce mythe du retour ou ce mythe de vouloir aider, ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas été réellement habitué à vivre sur ce continent. On n'y connaît pas
pour beaucoup, enfin moi c'est différent, ou des personnes comme moi, parce qu'on n'y va tout le temps, mais on ne connaît pas les habitudes de consommation, les habitudes de vie, la question de l'électricité, la question de l'eau, les questions sanitaires, etc. Et lorsqu'on est confronté à ça, et là tout d'un coup, on découvre la réalité africaine. Et là, j'ai envie de vous dire que ça fait mal pour beaucoup, et c'est pour ça qu'on entend de plus en plus de désillusion sur ces questions-là. Et je continue à dire que lorsqu'on va à l'aventure, comme ceux qui quittent là-bas viennent à l'aventure ici, on doit s'adapter. On doit s'adapter, on doit se préparer. Moi, je veux rebondir sur le sentiment que la diaspora aime plus l'Afrique que les Africains eux-mêmes, parce que j'en ai fait l'expérience. En fait, moi, je suis originaire du Burkina Faso, et quand j'étais au Burkina Faso, je n'ai pas lancé une association pour le Burkina, mais quand j'ai quitté le Burkina Faso en 2016, j'ai lancé une association, un think tank, pour réfléchir sur le développement du Burkina. Et quand je suis venu en France également, j'ai continué à militer, j'ai parcouru plusieurs plateaux, télé, radio, j'ai écrit plusieurs livres pour interpeller sur le développement du Burkina Faso. Et en prenant du recul, je me rends compte que c'est effectivement comme si, en étant à l'extérieur du Burkina, mon amour du Burkina a augmenté, s'est ravivé, plus que quand je n'étais au Burkina. Mais ça s'explique parce que quand j'étais au Burkina, je ne prenais pas conscience de la différence, parce qu'on est tous burkinabés, donc je suis dans un milieu homogène. Mais dès que je me suis retrouvé en Algérie, j'ai pris conscience de ma spécificité en tant que burkinabé. Quand je me suis retrouvé en France, j'ai pris conscience davantage de ma spécificité. Donc, en fait, c'est quand tu es dans la diversité que tu réalises ton unicité et que tu as envie de la valoriser et de la faire progresser. Mais quand vous êtes entre vous, Africains, finalement. On s'empare la chose. Mais quand tu vas au contact de Français, de Canadiens, d'Américains, tu dis « Ah non, je suis Africain ». Et ça éveille en toi une certaine fierté, un certain patriotisme, et tu as envie de valoriser la terre d'où tu viens. Vous êtes d'accord avec lui? La diaspora aime-t-elle autant, voire plus, l'Afrique que les Africains? Honnêtement, c'est vrai qu'on a beaucoup cette réflexion-là quand on est... Enfin, moi qui suis... J'ai vécu au Sénégal pendant plusieurs années, et qui suis aujourd'hui entre Paris et Abidjan. On a beaucoup cette réflexion-là de « mais on ne comprend pas pourquoi vous venez ici travailler, apporter votre contribution alors que nous on veut partir, emmène-moi avec toi ». Mais vous avez tout déjà ici, il suffit de mettre en place les choses. Mais c'est pas trop facile pour une Française de venir dire ça? C'est vrai que ça paraît facile, mais après, c'est mon point de vue. Et c'est le point de vue de beaucoup de personnes qui partent justement pour essayer de mettre en place certaines choses en apportant leur pierre à l'édifice. Et honnêtement, c'est vrai que quand on entend ces réflexions-là, on a l'impression que pour eux, on considère plus l'Afrique qu'eux, on aime plus l'Afrique qu'eux, on veut encore plus que l'Afrique se développe qu'eux, en fait. Et malheureusement, je pense qu'en fait, on aime l'Afrique, mais pas de la même manière. Ah, très bien. Très bien. Moi, je dirais, pour accentuer un peu dans ce qu'elle a dit, c'est une question de milieu. Lorsqu'on est dans les milieux élitistes africains, ça aussi, c'est vrai. Il n'y a pas cette question. Cette question ne se pose pas. C'est-à-dire, quelle question? C'est-à-dire que dans les milieux élitistes africains, à partir du moment où vous êtes issu d'une famille aisée, quand vous venez en France ou aux États-Unis ou ailleurs, vous y retournez de manière très très claire. Et il n'y a pas cette question, cette ambivalence. Elle ne se pose pas. Du fait de dire que est-ce que les miens vont vouloir partir vers l'extérieur? Non, ils restent au pays parce qu'ils sont bien, ils sont à l'aise. Après, attention, c'est quand même toujours mieux d'avoir des diplômes étant de l'extérieur. Quand on arrive sur le marché africain et qu'on postule, automatiquement, on a une place qui nous attend dans les plus hauts postes. Alors, ça, c'est une autre question. Ça, c'est pas le même débat. C'est un autre débat. Pour ça, je pense c'est un autre débat, c'est différent. Que les gens de l'élite envoient leurs enfants se faire former à l'extérieur. Mais pour le coup, le sentiment... Et après, on a donc la deuxième phase. Souvent, les jeunes de la diaspora, donc, qui sont issus, qui ont grandi en France, ou peut-être en Espagne, ou peut-être aux États-Unis ou ailleurs, qui, eux, sont des enfants qui sont issus des classes populaires, qui sont issus des classes ouvrières. Parce que pour la plupart d'entre nous, nos parents étaient des agriculteurs, et ils ont fait le pas, ils sont venus ici, ils sont devenus ouvriers ici,
Donc la question de l'aisance au pays, c'était pas la même. Parce qu'ils sont c'est à la force de leur bras, j'ai envie de dire, qu'ils ont construit péniblement leur maison, qu'ils ont mis des missions de service public dans leur pays d'origine, et leurs enfants, c'était ça le rôle modèle qu'ils avaient. Et à un moment donné, quand ils arrivent en Afrique, ils découvrent une classe aisée, une high class en Afrique, qui roule dans les dernières berlines, qui a la dernière PlayStation comme on a ici, etc. Et là, ils se disent, attention, il y a une Afrique à deux vitesses. Et donc, à partir de ce cadre de vie, parce que je reviens sur la question du cadre de vie, donc il y a un sentiment, il y a une envie qui se développe, où on se dit, moi finalement, je me verrai bien là-bas, parce que le cadre de vie est meilleur, parce que ici, je suis dans un 2 pièces, on est 50, et là-bas, on est dans une grande cour, chacun a sa pièce, etc., etc. Et c'est tout ça qui fait que dans le subconscient de ce qu'on a, on a envie de retourner, on a envie d'y faire des choses. Et pour le coup, la question se pose aussi bien pour les locaux, enfin la question, le constat se pose aussi bien pour les locaux que pour les gens de la diaspora, à savoir si on est très très bien ici en France, on a le poste qu'il nous faut, on est très très bien, finalement le retour, on n'y pense pas spécialement. Si on est très bien au pays avec une bonne stabilité, on a tout ce qu'il faut, finalement l'Afrique, on va l'aimer. On ne va pas penser ailleurs. Mais néanmoins, ceux qui sont au milieu, en bas, se posent ces questions-là, on est d'accord. Tout à fait. Effectivement, tout est question aussi des conditions dans lesquelles nous sommes. Et au-delà des conditions aussi, moi je vais revenir sur le projet. C'est vrai que ma voisine disait qu'il ne faut pas avoir une vision messianique des choses, mais pour moi, ce n'est pas une vision messianique. J'ai envie d'apporter quelque chose. Je pense que je peux apporter quelque chose, tout comme Aïssatou peut apporter quelque chose, mon confrère peut apporter quelque chose. Pour moi, chaque individu a quelque chose à apporter à son pays. Qu'il soit dans la diaspora, qu'il soit à l'intérieur du pays, quel que soit son profil, chacun est un grain de sel, chacun peut apporter une brique. Et donc, pour moi, en fait, c'est ça répond à cette logique-là de se dire, voilà, parce que pour moi, en fait, le but de la vie, c'est d'être utile au plus grand nombre de personnes possible. Bien sûr. Et donc, je sais qu'en Afrique, il y a des besoins auxquels je peux répondre. Actuellement, je suis docteur télécom. Je sais qu'en rentrant au Burkina ou bien dans un autre pays africain, pour former des jeunes dans les télécommunications, je ferai œuvre utile. Donc, si ce projet me drive, je rentre en Afrique. Exactement. Oui, mais malheureusement, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais malheureusement, il y en a qui y vont. Et du coup, je suis désolée, mais il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui détruisent l'état de certains pays africains, parce qu'ils ramènent leur vision occidentale en Afrique, qui ne va pas forcément avec le mode de vie africain, parce que pour eux, c'est leur structure qui est la bonne, et ils ne prennent pas en considération la structure qui est déjà en place. Mais détruire, c'est pas un mot un peu fort? Oui, moi j'y vais très fort, parce que du coup, on voit vraiment un décalage entre la diaspora qui retourne. Et il y en a qui disent que j'exagère, mais moi j'ai vu vraiment un décalage entre la diaspora qui retourne et qui au final se rassemble entre eux, même s'ils ouvrent des portes à certains locaux, et les locaux. Il y a vraiment une dissonance. Mais le pouvoir, pour le coup, il appartient quand même aux locaux. C'est-à-dire que la diaspora ne peut pas arriver et tout faire, et on insiste dessus, parce qu'elle se plaint même du fait que les locaux ne laissent pas les portes assez ouvertes ou ne les accueillent pas comme ils le devraient. Donc pour moi, le pouvoir appartient quand même aux locaux. Ça dépend. Ça dépend dans certains pays, je pense peut-être la plupart des anglophones. La tendance est peut-être en train de s'inverser, et du coup au détriment de certains locaux. Après, je ne sais pas pour les pays francophones, mais pour les anglophones, il y a eu un moment où la force de Year of Return a fait que ça a donné un décalage, parce qu'on a voulu donner un certain pouvoir aux membres de la diaspora, aux dépens, forcément ça a réveillé beaucoup de choses au niveau des locaux et entraîné des frictions même entre les gens de la diaspora et les locaux. Donc, c'est un sujet très important dont on va parler dans un instant. Nous sommes déjà à la fin de la première partie, on va devoir dire au revoir donc à nos deux invités malheureusement. Donc rapidement, vous souhaitiez conclure avec quoi? Ce serait un message à l'endroit de la diaspora, justement, voilà, parce que moi je suis convaincu qu'on peut apporter quelque chose, qu'on doit apporter quelque chose. J'ai lancé un think tank dans ce sens, j'écris beaucoup de livres, des articles, et je défends cette vision dans des émissions radio et télé. Donc nous devons nous constituer pour apporter quelque chose.
les difficultés ne vont pas manquer, mais si nous sommes unis et que nous essayons de faire preuve d'humilité, parce que souvent aussi, on a un peu souvent dit que la diaspora a eu une attitude condescendante. Voilà, si nous sommes dans une logique d'humilité et que nous allons donc vraiment avec des projets bien structurés, discuter avec les dirigeants sur place, voir quelles sont les failles, quelles sont les faiblesses du système, qu'est-ce qu'on peut apporter dans une logique vraiment de co-construction avec les locaux, je pense qu'on y arrivera. C'est très important. Oui, pareil pour moi, en fait, ça va dépendre des intentions dans lesquelles on va repartir. J'espère vraiment que nous, la diaspora, on va prendre en compte que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité et qu'il y a plein de choses à faire, mais que ça n'aille pas que dans un sens et que vraiment, on va faire en sorte que l'essor soit multiple et surtout de faire en sorte que ça ne soit pas... de ne pas blâmer en fait les personnes qui ne veulent pas retourner, qu'on puisse s'occuper chacun d'entre nous, que tous les Noirs dans la planète puissent s'occuper de leurs propres problèmes là où ils sont aussi d'abord, parce que je pense que ça amène quelque part une dissonance aussi, parce qu'on ne sait plus, est-ce qu'on doit se battre pour l'Afrique, est-ce qu'on doit se battre pour nous, nos problèmes ici actuels, on ne sait plus, des fois on est perdu, et je pense que l'assemblage de tous ces problèmes en même temps fait qu'on n'arrive pas à se concentrer pour élever correctement l'Afrique comme il se doit. Donc c'est un point très important dont on va parler en deuxième partie. Donc l'injonction du retour au pays, est-ce que le retour au pays n'est pas tendance? Est-ce qu'il ne faut pas être... Pour être considéré comme un vrai Africain, il faut se dire non, moi je compte rentrer, j'ai déjà ma maison, je compte m'installer. Bonne question, on en parle dans un instant en deuxième partie de Vox Live. Merci beaucoup. De retour sur le plateau de Vox Live pour cette deuxième partie. On rappelle le thème. La diaspora peut-elle vraiment contribuer à l'essor du continent africain? Si oui, comment? Alors, on accueille nos deux nouveaux invités. Nous avons Djiby Bathily, vous êtes initiateur du Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Bienvenue à vous. Bonjour. Et nous avons donc Mamadou Malé, vous êtes entrepreneur de la diaspora, bienvenue à vous. Et vous avez aussi un collectif qui accompagne les entrepreneurs de la diaspora à entreprendre, pas forcément en Afrique, mais en tout cas déjà à entreprendre en France. Et ça, c'est important. Et vous allez nous en parler dans un instant. On poursuit, mesdames et messieurs. Donc on l'a dit, la diaspora, est-ce qu'elle peut compter dans ce grand défi qu'a l'Afrique, à savoir son développement, faire en sorte que les Africains puissent vivre correctement dans leur pays et n'aient plus besoin de quitter donc l'Afrique pour soi-disant des contrées plus sympathiques, on va dire. Alors voilà, le thème du jour, votre avis. La diaspora peut-elle vraiment contribuer à l'essor du continent africain, et si oui, comment? Et notamment vous êtes initiateur, donc encore une fois, du Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Donc les Sénégalais sont à l'extérieur, c'est ceux que vous gérez, et ont-ils en vue de retourner au pays? On peut dire que les Sénégalais dans leur ensemble retournent toujours davantage au Sénégal. La difficulté qu'on a, c'est qu'on le voit souvent en ordre dispersé. Maintenant, on a un nouveau président qui vient d'arriver. La question qu'on doit se poser, c'est comment nous, Sénégalais de l'extérieur, qu'on puisse ensemble aller investir au Sénégal. Parce que quand vous regardez, là, on a le pétrole. On prétend dire qu'on aura 7 000 milliards de francs CFA qui doivent être bénéfiques au niveau du pétrole. Il y a des secteurs au niveau du pétrole que les Sénégalais de l'extérieur peuvent investir, comme ça dans les métiers annexes, comme exemple tout ce qui est raffinage, tout ce qui est produits de sortie et autres. Et aussi, on a besoin des Sénégalais de l'extérieur pour renforcer l'économie. Parce que malheureusement, quand vous regardez sur l'économie sénégalaise, 75% de l'économie sénégalaise appartient aux étrangers. Donc, la diaspora a son mot à dire pour au nouveau renforcer l'économie dans sa globalité. Donc la diaspora a son mot à dire aujourd'hui, ne l'avait pas avant? Avant, oui, mais avec autant de considérations politiques, malheureusement, on a raté notre entrée parce que quand on a mis en place le Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur, ça date de 2003-2009. On a davantage eu beaucoup d'actions avec le président Wade, avec le président Macky Sall, mais malheureusement, ça n'a pas donné comme on a voulu. Mais là, c'est quoi? C'est la volonté politique n'était pas là, c'est-à-dire que c'est bien de faire des annonces, c'est bien de dire revenez la diaspora, mais est-ce qu'il y a une véritable volonté politique? Est-ce que sur place, il y a des marchés que la diaspora pourrait éventuellement avoir, des marchés que la diaspora et les locaux pourraient avoir? Donc, on peut dire qu'il y a des marchés parce que vu qu'il y a 7 000 milliards de chiffre d'affaires à faire... Mais quand vous dites que 75%... Non, parce que malheureusement, la constitution de l'économie sénégalaise... Parce que quand tu regardes l'industrie sénégalaise, 75% de l'industrie sénégalaise appartient aux ressortissants français. Quand vous regardez sur les banques, 75% des banques, c'est des banques marocaines
tunisiens et français. Bon, il y a BNP qui vient de sortir du marché, mais vous vous rendez compte qu'il y a la matière à faire. Maintenant, comment les Sénégalais doivent investir pour renforcer ce qu'on appelle, le président appelle, la souveraineté nationale, alimentaire et économique, c'est que qu'on doit davantage sur l'aspect technique d'abord, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui travaillent à l'étranger et que le Sénégal a besoin d'eux pour renforcer tout ce qui est économiquement technique, et aussi qu'on arrête d'être radin. Parce que malheureusement, l'Africain a beaucoup d'argent, mais il a du mal à investir. Mais on est d'accord, mais moi je réinsiste sur un point. Il faut une véritable volonté politique. Vous l'avez dit, 75% appartient aux étrangers à l'extérieur, aux gens de l'extérieur, et occidentaux principalement, ou Afrique du Maghreb. Il faut quand même que l'État intervienne et fasse basculer les choses. Ça ne peut pas se faire comme ça. On ne peut pas venir, tiens, je suis de la diaspora, je viens, parce qu'il y a un système qui est installé. Et donc, comment faire pour détruire ce système-là ? Je pense que l'État doit être proactif. L'État a mis en place des outils. On le voit notamment avec les ministères dédiés ou les secrétariats d'État aux investissements, par exemple, dans les différents États membres. Je prends ceux de la CEDEAO que je connais assez bien, mais il doit y avoir une véritable volonté proactive. On l'a vu, on ne cessera de le dire au Rwanda. On commence à le voir un peu au Bénin. On l'a vu effectivement, vous l'avez dit, sous le président Wade, il y avait des choses, des initiatives qui étaient plutôt proactives qui se sont mises en place. Et sans volonté réelle politique, les choses ne peuvent pas se faire. Et la deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, en ce qui concerne la diaspora, ses investissements ou le mythe qui concerne et qui est autour de la diaspora ne doit pas être une vache à lait. Malheureusement, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, on pense que les gens issus des diasporas sont des vaches à lait. Et ça doit cesser. D'accord. Des vaches à lait, c'est-à-dire, je pense que nos téléspectateurs vont poser la question, c'est-à-dire, effectivement, pendant longtemps et encore aujourd'hui, la diaspora fait des transferts d'argent pour accompagner leurs familles sur place. Oui. On les appelle, on leur demande de l'argent. Donc, ils répondent favorablement et à très grande échelle. Mais vous considérez que pour vous, pour aider la famille, ok, on veut de notre argent, mais quand il faut investir, finalement, on nous ouvre moins les portes. C'est ça que vous voulez dire ? Tout à fait. Je le dis, je l'affirme et je reconfirme parce que c'est important de le dire. Je crois que effectivement, on aime l'argent, comme vous venez de le dire, des gens issus des diasporas, mais lorsqu'il s'agit de véritables investissements, donc des investissements productifs, là, ça devient compliqué, ça devient complexe. Et il y a surtout aussi, il faut le dire également, il y a eu une crise de confiance qui s'est brisée d'abord avec nos parents et qui continue à se briser avec nous. On ne va pas parler des derniers scandales, etc., qui concernent des secteurs liés à l'entrepreneuriat, l'immobilier et autres. On va pas mettre de l'huile sur le feu. Mais aujourd'hui, clairement, lorsque une personne de la diaspora souhaite investir dans son pays d'origine, c'est extrêmement compliqué parce que le climat des affaires n'est pas encore sain. Et je pense que vous allez confirmer, c'est-à-dire que la première chose à laquelle pense encore la diaspora lorsqu'elle veut investir au pays, c'est de trouver un partenaire local. C'est de travailler avec des locaux et faire en sorte que le projet fonctionne. C'est pas aller en cavalier seul et se dire « Ok, je vais réussir seul ». Bien au contraire, c'est aller avec une personne locale, avec un groupe local. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, parfois, et peut-être un peu trop souvent, ça ne fonctionne pas et qui entraînant donc cette crise de confiance. Vous confirmez ? Alors oui, je confirme, mais je ne suis pas totalement d'accord dans le sens où donc il y a la partie déjà adaptation. Quand on arrive sur un terrain, il faut analyser le marché. Il faut faire de la veille, il faut vraiment aller à la rencontre des populations, ce qu'elles consomment, ce qu'elles souhaitent avoir, ce qui leur manque, etc. L'Europe et l'Afrique, c'est deux choses totalement différentes. On en a parlé tout à l'heure au préalable. Maintenant, effectivement, c'est vrai que pour les personnes de la diaspora, c'est compliqué de venir investir là-bas parce que tu as des personnes qui pensent que enfant de la diaspora égale euro, très clairement. Mais après, c'est à nous de nous adapter, d'aller rechercher les bons partenaires, de tester son produit, son service, de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et honnêtement, moi aujourd'hui, je dirige un cabinet depuis 2017.
je me suis on va dire, je ne sais pas si je peux utiliser le terme là, mais bon, je me suis cassé la gueule à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, je pense avoir trouvé ma stabilité, les bons partenaires avec qui je travaille. Je suis en lien avec différents décideurs économiques, que ce soit hommes politiques, grands hommes d'affaires, etc. Et aujourd'hui, après m'être cassé la gueule, je n'ai pas, on va dire, j'ai pas vraiment ce mal-là à collaborer avec eux. C'est-à-dire que chacun doit apporter ce qu'il doit apporter. Chacun doit connaître sa place. Comme on a parlé tout à l'heure, je pense que en fait, c'est une question vraiment d'adaptation, d'état d'esprit, d'analyse. Il y a différents pays comme le Sénégal d'ailleurs, où j'ai vécu pendant 5 ans, où c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a l'aspect communautaire, il y a l'aspect religieux, il y a cette culture sénégalaise qui est très présente au sein du climat des affaires. C'est bien ce que vous dites, Nancy, mais est-ce qu'on n'en demande pas trop aux membres de la diaspora? Il faut montrer patte blanche, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut s'adapter. Mais lorsqu'un occidental vient, en tout cas, c'est l'impression qu'ont beaucoup trop de gens, c'est plus facile pour lui. Parce qu'il vient, parce que c'est un Français, parce que c'est un Anglais, etc. Donc on va lui ouvrir les portes, on va lui dérouler un tapis rouge. Mais quand c'est quelqu'un de la diaspora, il faut prouver, il faut faire ci, il faut s'adapter. Après ça, je pense que, après c'est mon avis, que c'est peut-être les restes de la colonisation qui sont restés. Je ne sais pas, c'est comme ça et je ne sais pas quand est-ce que ça va changer. Donc ça l'est. Mais ça l'est. Ça l'est alors. Non mais je pose la question. Pardon. Donc ça l'est alors. Ça l'est, c'est-à-dire que c'est plus simple pour un... Ah oui, très clairement. Okay. Enfin, merci pour la précision. C'est très clairement. Ouais, très clairement, oui, ça l'est. Après, mais c'est problématique. Ça et dépend. C'est même grave, encore une fois, ça dépend des pays, parce que chaque pays d'Afrique a ses spécificités. Sûr, il y a des pays où où on voit clairement le reste de la colonisation qui est bien présente. Moi, par exemple, qui ai l'habitude de faire des affaires au Sénégal et en Côte d'Ivoire, il y a une différence, je trouve, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire sur la manière d'accueillir les Occidentaux. Au Sénégal, c'est beaucoup plus visible. Peut-être qu'avec l'arrivée de Diomaye, ça va changer. J'en sais rien. Mais en tout cas, en Côte d'Ivoire, c'est vraiment les Africains de l'extérieur qu'on prend pour faire des projets. Plus que les Occidentaux. Le message est clair. Qui souhaiterait réagir à ça? Je voudrais rebondir à ce qu'elle dit, parce qu'elle dit « je me suis cassé la gueule et je pense ». Ça veut dire, limite, il y a un petit doute dans son discours. Je pense avoir trouvé la solution. Déjà, se casser la gueule, quand on a investi de l'argent, c'est pas simple. Des fois, on se casse la gueule, on se relève plus. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vit dans une ère où on doit se relever, c'est la motivation. Non, il faut qu'on arrête de mentir aux gens. Quand on se casse la gueule, des fois, on se relève plus et on n'a plus envie de refaire. Donc déjà, je pense que ce n'est pas un terrain aussi fertile qu'on le pense. Et je reviens à les propos de Mams, comme tu dis, va chalet. Moi, je vais plus loin que ça. Je pense qu'on est des cibles. Quand on vient de la diaspora, on est des cibles. Et ça, il faut le dire clairement, parce que sur les plateaux, aujourd'hui, on a plein d'accompagnants, de coachs, de mentors à 2 balles, là, qui font que mentir. Et ça, il faut le dire le terme. Eux encaissent l'argent avant de t'amener à l'accompagnement. Donc, eux, logiquement, leur modèle économique est fait qu'ils peuvent mentir. Ils ne sont pas impactés. Toi qui vas y aller à l'abattoir, tu vas subir les conséquences. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. C'est difficile d'entreprendre, d'être une valeur ajoutée. Ah oui, mais personne n'a dit que c'était facile. Hein. J'ai pas dit que c'était facile. Non, mais je préfère dire... Mais il ne faut pas stigmatiser et mettre tout le monde dans le même sac en disant que oui, tout le monde nous prend pour des... Non, il y a des personnes qui veulent vraiment collaborer avec des gens de la diaspora. T'en as qui t'appellent. Voilà, j'ai un projet, viens travailler avec moi. On va avancer ensemble. Vous faites aussi partie des Africains. C'est pas tout le monde qui a ce... J'ai pas dit tout le monde. Et en fait, quand on entend vous, Africains de l'extérieur, parler... de l'Afrique, j'ai l'impression que c'est que des choses négatives depuis tout à l'heure. Non, mais si je peux aller au bout, je commence déjà par répondre à ce que je lui dis. J'ai le droit quand même. Oui, vas-y. J'ai le droit, parce qu'en fait, à écouter certaines personnes, on dirait qu'il n'y a que certains qui ont investi là-bas, et pas d'autres. Or, il y en a beaucoup qui ont investi, qui connaissent vraiment, dont moi, et j'en parle pas beaucoup, parce que je ne suis pas un accompagnant, donc j'ai pas d'argent à prendre à quelqu'un. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup. Mais la réalité a fait que tu dois, en vérité, pour aller là-bas, il faut du réseau. Sur place. Oui, un réseau structuré, sérieux. Là, tu parles de la Côte d'Ivoire, je connais des gens là-bas sérieux qui ont plus d'argent que moi. Donc, ils ne vont pas me voler, parce que je les connais tellement que limite, c'est eux qui vont me prêter. Tu vois? Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut dire la vérité aux gens, c'est compliqué. Maintenant, la diaspora aussi, elle doit être avertie de ça.
Et il faut parler aussi de l'aspect culturel, parce que 9h au Mali, en Mauritanie ou au Sénégal, quand tu les rendez-vous à 9h, le 9h pour moi, c'est pas le 9h pour lui. Mais est-ce que c'est pas un peu stéréotypé, caricatural de dire ça ça encore qu'on va aujourd'hui dire. en 2024? C'est ça. Parce que là, les gens vont bondir. Non. Moi, je voulais dire une chose, qu'il faut que les gens puissent revenir aux choses réelles. Beaucoup de la diaspora investit mal en Afrique. Mauvaise connaissance du terrain, mauvaise réalité. On parle beaucoup de coutumes, mais le Sénégal, suite la fleur de l'extérieur, tu prétends que le Sénégal a un certain complexe du blanc. Non. Le Sénégal connaît mieux la France que les Français d'eux-mêmes. Parce qu'il y a une histoire assez importante, parce que aussi, c'est ça l'inconvénient et l'avantage du Sénégal. Le Sénégal de Dakar, ça n'a rien à voir que le Sénégal de Saint-Louis, ou le Sénégal de Ziguinchor, ou le Sénégal de Haute. Ça, c'est clair. Donc Après, c'est pour cela dit que quand vous voulez investir au Sénégal, l'appréciation que vous avez de Dakar peut être différente de l'appréciation que vous pouvez avoir de Saint-Louis ou de Haute. Dakar, ce n'est pas le Sénégal. Après, Exactement. moi, Donc, j'ai beaucoup travaillé dans toutes les régions. Hein. Ziguinchor, Kédougou, etc. Non, ce que je veux dire, c'est-à-dire que aussi, c'est une analyse je vous dis un chiffre de la Banque mondiale. En 2023, la diaspora africaine a investi 30 000 milliards de francs CFA. Dans les 30 000 milliards, tu sais, il y a quoi? Il y a 95%, c'est de la bouffe. Il n'y a que 5% d'investissement. Et que dans les 5% d'investissement, il n'y a que 4% qui sont des investissements à la pierre. Déjà, quand vous dites que c'est de la bouffe, c'est-à-dire c'est quoi? C'est du transfert. Des aides financières à la famille, à la bien sûr, de cela. Donc ça veut dire qu'il faut que pas des investissements productifs. Voilà, il faut que les Africains de l'extérieur puissent s'approprier de l'état d'esprit de l'Africain de l'intérieur. C'est toujours la différence qu'on a. C'est-à-dire la différence de compréhension de ce que l'Africain de l'intérieur veut et de l'Afrique. Nous, on est des vaches à lait. Je rejoins à mon collègue ce qu'il a dit. L'Africain de l'extérieur, c'est un vache à lait. Donc c'est à nous, Africains de l'extérieur, de pouvoir changer notre état d'esprit. Moi, j'ai un problème avec l'état d'esprit, là. Ça fait trop coach, déjà. Ces trucs d'état d'esprit, là. C'est le terrain, c'est plus concret. Moi, je pense que, comme il l'a dit Mams, il faut une vraie volonté politique. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais au Maroc. C'est autre chose. Franchement, c'est autre chose. C'est vrai que il est souvent cité en exemple. Là, tu vois qu'on n'est pas dans l'état d'esprit, là. On est dans c'est concret. Les banques sont concrets. Internet, c'est concret. Tout est... En une journée, tu peux t'acheter un appartement, tu vas chez le notaire, tu visites, tout est informatisé. Il ne peut pas avoir de corruption tellement c'est ficelé, tellement c'est ficelé les choses. C'est là où tu dis donc, il y a de la corruption. Non, mais je parle que la volonté politique... Non, mais quand je dis que la volonté politique, elle est là, c'est qu'elle est concrète. La structuration. Il y a une sécurité qui fait que tu as ton appartement sans problème. Aujourd'hui, des doublons de terrain, il y a plein de choses. Je ne dis pas que l'Afrique, il ne faut pas y aller, attention. Mais il faut parler aussi de ce qui empêche les gens de réussir là-bas. Ça aussi, il faut en parler, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y en a, ils vont tellement vendre leur coaching, qu'ils sortent des mots un peu... Non, parlons des choses concrètes au bout d'un moment. Après, tu dis que les gens, ils envoient de l'argent au niveau alimentaire. Ouais, je suis d'accord, mais il faut voir d'où ils viennent, ces gens-là. Et la demande qu'il y a là-bas. Les gens, là-bas, ils pensent déjà à manger et boire. Ça, tu vois, c'est ça les premières demandes qu'on a quand on est ici. En gros, ce que vous dites, c'est que... Pour le coup, la diaspora envoie de l'argent, répond à une demande, à savoir j'ai besoin d'acheter des pommes de terre plutôt que j'ai besoin éventuellement de cultiver ou d'acheter un terrain pour cultiver des pommes de terre. Exactement, c'est ça. C'est pourquoi je parle d'état d'esprit. Les lois ont été bien structurées au Sénégal ou ailleurs. Donc, c'est-à-dire tout ce que les lois que vous voyez au niveau de Casa, Rabat ou autre existent au niveau de Dakar. Donc, la sécurisation au niveau des fonciers ou autres existe. Pourquoi je parle d'état d'esprit? Ce n'est pas seulement l'état d'esprit du Sénégal, c'est l'état d'esprit du Sénégalais dans sa globalité. Le foncier que tu vas aller acheter, la personne demain qu'il va te précevoir, comment il va t'accompagner. C'est ça l'état d'esprit qu'on parle. On ne parle pas seulement de l'état d'esprit de la diaspora. La personne qui va t'accompagner au niveau de Dakar, il doit savoir que toi, tu es là pour investir. Pour développer son pays. Pourquoi je parle de 95% de l'investissement qui fait au soutien familial? Oui, il faut soutenir les familles. Mais aussi, je me dis que tu as 95%, on aurait dû utiliser au moins 35% à aider les gens
à s'investir dans l'immobilier parce que je me dis que tu as 200 euros, tu envoies 200 euros, mais il était intéressant d'envoyer 100 euros pour manger et 100 euros aussi pour acheter un terrain pour que demain, tu puisses mettre ta famille en sécurité. C'est vrai. Mams. Non, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que Nancy, elle a raison un peu dans son coup de gueule, mais malheureusement, les chiffres sont têtus. Le nombre de success stories, à la différence des désillusions, il est très faible. C'est-à-dire, il y a plus de désillusions que de success story? Clairement. Évidemment. Pas de débat là-dessus. Si on débat là-dessus, il y a problème. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, on est dans une tendance, je dirais, 85-15. Et encore, je suis gentil quand je dis 15. On n'a pas l'impression. C'est-à-dire que là, tout le monde veut retourner au pays. Il y a plein de personnes qui accompagnent. Mais c'est là où je me graine. C'est parce qu'aujourd'hui, on met un curseur sur des success stories et sur une envie. C'est comme, vous savez, moi j'ai un exemple très simple. C'est le mythe du retour de nos parents. Nos parents, ils nous ont tous dit, on va construire notre maison et à notre retraite, on va partir au pays. Et aujourd'hui, il y a combien de parents qui sont partis? On peut les compter. On peut les compter. Je l'envoie 3 mois, elle reste 1 mois, elle s'ennuie, elle veut rentrer. Elle veut rentrer. C'est le mythe du retour. C'est-à-dire qu'on peut pas tricher. Nos parents nous disent, construisez des investissements non productifs au village. Moi, on m'a quand même demandé de construire une maison au village. Pourquoi pas? Mais c'est un investissement non productif. Sous prétexte qu'il va y retourner. Non. Et c'est là où les chiffres sont têtus. Donc, effectivement, il y a des success stories. On ne peut pas le nier. Mais la tendance, malheureusement, on est plutôt de l'ordre de 15-85. Lorsqu'on sera arrivé à une vraie tendance 50-50, là, on pourra se dire, on a réussi. Mais le chemin est encore long. Il y a encore les success stories, il faut les questionner un peu. Hein. Mais sont faits par qui et pour quelles raisons? Non, mais c'est très grave, entre guillemets, ce que vous dites. Quand je dis très grave, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question qu'on pose, c'est la diaspora peut-elle vraiment contribuer à l'essor du continent africain? Oui. Donc, elle pourrait, Oui. c'est même, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas les éléments nécessaires pour qu'elle puisse contribuer à l'essor du continent africain, finalement. Parce qu'il n'y a pas de désillusions, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais même... Elle ne contribue pas du tout aujourd'hui. Je vais nuancer un peu. La diaspora, celle qui a le problème, c'est la diaspora francophone. La diaspora anglophone, vu ses mécanismes, ou la diaspora asiatique, a beaucoup moins de problèmes que la diaspora francophone. Pourquoi Parce que la diaspora francophone a, j'en parlais tout à l'heure, cette question de mindset, cette question de formation. La diaspora francophone fonctionne à l'image de la France. C'est-à-dire que les problèmes aujourd'hui que la France, je parle de l'État, rencontre en Afrique, sa diaspora rencontre exactement, à moindre échelle et dans des valeurs différentes, les mêmes problématiques. Alors que je pense que quand je vois les diasporas anglophones américaines qui, elles, sont pour beaucoup dans le secteur banquier. Aujourd'hui, vous allez dans les banques au Sénégal, au Mali, au Burkina et en Côte d'Ivoire. Souvent, quand on retrouve des gens de la diaspora, à plus de 50%, vous avez des gens qui viennent du Canada ou des États-Unis. Donc là, forcément, je pose la question à Nancy. Donc, Nancy, qui accompagnez-vous? Alors moi, aujourd'hui, j'accompagne des entreprises qui sont déjà existantes sur le marché Ce sont européen. des success stories parce qu'apparemment, il y a principalement que des désillusions. Donc la question, elle est vraiment visée. Qui accompagnez-vous Sur la plupart des entreprises que j'ai accompagnées, il y en a qui sont encore donc, sur le marché, qui existent encore en Afrique. Et il y en a d'autres, c'est vrai, qui ont décidé de plier bagages. Merci. Je ne vais pas mentir sur ça. Et aussi, le pourquoi justement? Parce que l'état d'esprit, en fait, j'ai remarqué, moi c'est mon constat, les Africains qui sont francophones, ils pensent tout maîtriser. Parce que peut-être qu'ils ont la facilité à aller plus souvent au pays, je ne sais pas.
Mais quand tu les conseilles, sur 100% des conseils que tu vas leur transmettre, ils vont écouter 50%. Et les autres 50%, ils vont faire qu'à leur tête. Et arriver sur le terrain, ils vont appliquer d'une certaine manière ce que tu leur as dit, mais d'un autre côté, ils vont jouer les têtus et faire à leur manière, et après ils se cassent la gueule. Souvent c'est ça. Et tandis que j'ai déjà eu des clients qui sont au Canada, en Allemagne, etc. Eux, ils valorisent vraiment ton travail, ils écoutent les conseils. Exactement. Peut-être parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude, à cause de la barrière de la langue, d'aller en Afrique et qu'ils ne maîtrisent peut-être pas. Mais en tout cas, c'est un réel constat. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que Mams a dit. Et il y a un point que tu voulais aussi aborder, c'est-à-dire que la diaspora devrait d'abord se stabiliser dans son pays de naissance ou son pays ou dans le pays où elle vit avant de partir à la conquête du continent africain. Est-ce qu'aujourd'hui, aller en étant solide n'est peut-être pas la raison qui fait qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas? Moi, c'est mon discours, carrément. Parce que aujourd'hui, je vais commencer par le négatif, c'est la plus simple. Aujourd'hui, on a des gens qui ont échoué dans le monde des Blancs. Ils sont tous transformés en afro. C'est devenu tous des pro-blacks. Maintenant, c'est le retour en Afrique. Donc, comme tu as échoué ici, tu veux aller réussir là-bas. On a affaire à des gens de limite, voilà. On a affaire à ce genre de cas aujourd'hui, on normalise ça. Aujourd'hui, les gens doivent travailler ici, et doivent se former ici, créer du réseau, parce qu'aujourd'hui, avec LinkedIn, tu peux avoir un réseau mondial. Donc, réussir ici et être une valeur ajoutée où tu vas, dans n'importe quel pays d'Afrique. Mais aujourd'hui, on a affaire au contraire, on a affaire à des gens que limite ici, on ne sait même pas où les mettre. Là-bas, on prend les déchets, on les met là-bas. Donc l'Afrique, c'est devenu ça, en fait. Et personne ne veut en parler de ça. Et moi, je pense que ceux qui iront là-bas, qui feront des choses là-bas, ce sont des gens qui ont déjà fait des choses ici. Et voilà. Et mais ça, aujourd'hui, moi, je ne suis pas un accompagnant, moi, je peux le dire. Ceux qui accompagnent, ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'eux, ils encaissent. Donc, il y a des tours de table avant la fin de l'émission. Moi, là où je vais aborder déjà, c'est dire que la diaspora africaine fait partie des premiers diasporas en France. Donc, nous, déjà, quand nos ancêtres venaient en France, c'était un chèque conduit. Ce n'était même pas des passeports, c'était des chèques conduits. Et imagine-toi, maintenant, c'est la diaspora asiatique qui réussit en France. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que déjà les Africains puissent se poser la question. Comment on fait pour accompagner déjà nos familles ici en France? Malheureusement, beaucoup de nos familles n'accompagnent pas nos enfants ici en France. Donc, ça dit que pour qu'on puisse développer là-bas, c'est même pas de la stabilité, c'est de la reconversion. C'est-à-dire qu'il faut que nous, Africains, qu'on puisse se reconvertir sur notre devoir d'Africains de France et l'assumer d'être des franco-africains à notre globalité. Donc, de dire que moi, je suis fier d'être un franco-africain parce que mes ancêtres ont défendu les valeurs de la France, sont allés dans les champs de bataille de la France, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était un officier de l'armée française, qui s'est battu à Diengapo, Verdun ou autre, au niveau de la France. Donc, je revendique d'être français et j'en suis fier. Donc, ça dit qu'il faut que les Africains puissent revendiquer déjà leur participation comme l'afro-américain. Je suis américain avant d'être afro. Donc, je suis français avant d'être africain. Donc, ça va me permettre que mes enfants, quand ils vont naître, de dire que mon père a joué un rôle en France, donc je suis capable de jouer un rôle en Afrique. D'accord, donc c'est un point de vue très intéressant. C'est une très bonne analyse. Ok, on est vraiment au terme. Une question de mindset. Donc pour terminer, pour vous, c'est le mot, c'est ça, une question de mindset. C'est une question de mindset, et puis de toute façon, on a tout dit, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit. Mais, donc, voilà. On va reprendre la question, on va terminer par un oui ou un non. La diaspora peut-elle vraiment contribuer à l'essor de l'Afrique? Et comment? On va essayer de répondre comment. Mais en tout cas, on y croit tous, la diaspora peut vraiment contribuer. Et il faudrait que les États africains mettent en place des dispositifs pour accompagner cette diaspora. Et que surtout, la diaspora ait le mindset nécessaire pour pouvoir finalement relever ces différents défis et aller où on l'attend. On est d'accord avec ça? Oui. Oui. De l'intelligence, de la connaissance et de l'argent. Et de l'argent, il ne faut pas oublier. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Et il ne faut pas oublier aussi que les locaux aussi, c'est eux qui nous donnent la possibilité ou non d'aller sur le continent africain et de nous permettre aussi de travailler sur le continent africain. C'est très important de le dire. En tout cas, je sais, et vous l'avez dit, on est sur la co-construction. Donc, une personne de la diaspora, une personne locale, c'est ensemble qu'on va pouvoir réussir et relever le défi de l'Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, sur ces mots, on clôture cette émission. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. On les lit tous. Voilà, c'était Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité africaine. Merci aux invités. Bye bye. Merci.